Salut à YouTube, bienvenue sur la chaîne à la recherche de la vérité. Et aujourd'hui, on va parler du livre La logique cachée de la vie. J'avais fait une vidéo ce matin, mais en fait le micro ne marchait pas, donc je suis obligé de en faire. Bref, donc aujourd'hui, je t'invite à voir la vidéo précédente où je parlais du sommaire, etc. etc. Donc là, aujourd'hui, on va aller directement au chapitre 6, parce que je vais pas tous les faire, euh, mais on verra d'autres chapitres. Il y a un chapitre intéressant, mais on en parlera après. Donc là, on va aller sur le chapitre 6, parce que il y a pas mal de choses intéressantes, notamment une expérience dont je te mettrai le lien, comme ça tu pourras aller voir l'expérience en tant que telle, parce que là, il relate un petit peu comment ça s'est passé, mais si tu veux voir tous les détails de l'expérience, c'est disponible sur Internet. Donc chapitre 6 s'appelle Les dangers du racisme rationnel. Alors, on est dans l'université de Virginie, donc aux États-Unis, en 2003. Donc des étudiants de l'université de Virginie euh, se sont fait un peu d'argent facile en participant à une expérience mise au point par Roland Fryer, Jacob Gorey et Charles Holt, donc des chercheurs en économie. L'expérience ressemble à un petit jeu, mais le résultat n'a plus rien de drôle une fois que les étudiants idéalistes commencent à se comporter de façon frustrante et choquante les uns envers les autres. Les étudiants étaient répartis selon deux rôles. Donc on a pris des étudiants comme ça, et on les a divisés en deux groupes. Premier groupe, le groupe des employeurs. Deuxième groupe, le groupe des employés. Donc c'est une simulation sociale. Euh, Ensuite, on a choisi deux couleurs, une couleur verte et une couleur mauve, et on les a attribuées au hasard, d'accord, au groupe des employés. Dans le groupe des employés, on a fait une attribution aléatoire à des couleurs vert et mauve. Penchés sur leur ordinateur et connectés à une interface web simple, les étudiants, sans se douter de rien, étaient soumis à trois étapes de l'expérience. Donc tout d'abord, la première étape, les employés étaient invités à décider s'ils consacraient une certaine somme d'argent pour faire des études, ce qui améliorerait leur chance à un test. Puis venait le dit test. En fait, le test, c'était simplement un dé trafiqué qui était en faveur de ceux qui avaient consacré de l'argent pour les études. Donc ça simule un petit peu la réalité. Hein. En réalité, si tu fais des études, bah, tu peux espérer avoir un meilleur boulot et ainsi de suite. Donc, enfin venait donc la décision d'embauche. On présentait à chaque employeur, donc je rappelle les employeurs, c'est simplement d'autres étudiants, on présentait à chaque employeur deux informations, le résultat au test, qui donnait un indice sur leur éventuelle dépense pour des études, mais ça ne donnait pas la vraie réponse. C'est-à-dire que le test, il pouvait être positif sans que la personne ait consacré une somme d'argent pour faire ces études-là. Mais sans le confirmer, finalement, la couleur vert ou mauve aléatoirement était attribuée à chacun des candidats. Donc sur la base de ces seules informations, les employeurs devaient décider s'ils accordaient un emploi à chaque employé. Mais c'est pas tout. Il faut bien comprendre que ces trois étapes étaient répétées 20 fois. Et à mesure que se poursuivait l'expérience, l'interface web révélait les scores. Donc c'est-à-dire qu'au tout départ, les employeurs, ils avaient juste le test, où ils ne pouvaient pas savoir en fait véritablement si les candidats ils avaient fait des études ou pas, et ils avaient la couleur, mais en fait, cette information-là était inutile, puisqu'ils n'avaient pas d'information particulière sur la couleur, puisque les couleurs étaient attribuées totalement aléatoirement. Par contre, au fur et à mesure des étapes, ils avaient les statistiques. Donc du coup, forcément, il commençait à émerger des tendances. Si tu prends n'importe quel groupe de personnes et que tu choisis une caractéristique, peu importe laquelle, et que tu choisis de mesurer cette caractéristique, forcément, tu vas avoir deux groupes qui auront des scores différents. Donc ça veut dire un groupe qui aura un meilleur score qu'un autre. C'est inévitable, parce que c'est impossible d'avoir exactement le même score. Donc ça veut dire que quel que soit le groupe de gens, quelle que soit la mesure que tu veux faire, forcément, il y aura une inégalité structurelle. Mais ce qui est rationnel de faire, et c'est ce qu'ils font, c'est que tu tiens compte quand même de cette information au fur et à mesure que ça se répète. Et donc tu commences à anticiper un petit peu sur les résultats. Mais on va y revenir. Donc au fur et à mesure que l'expérience se poursuivait, l'interface web révélait les scores au test et le taux d'embauche. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a le score au test, ça on a vu que c'était aléatoire, mais le taux d'embauche. Enfin aléatoire, le test pas totalement aléatoire, hein, ça donne quand même une information. Ces informations étaient potentiellement utiles car on avait informé les étudiants jouant le rôle des employeurs qui seraient récompensés. Et oui, c'est là qu'on est vraiment dans le concret. Ils seraient récompensés par quelques dollars de plus chaque fois qu'ils engageraient un employé qui se révélait avoir fait des études. Alors que les choses sont bien claires. Le test, il te donne une information. C'est-à-dire quand même, il donne une certaine probabilité que le candidat ait vraiment fait des études. Mais c'est pas une garantie à 100%. C'est-à-dire que tu peux avoir une bonne probabilité, en fait, non, il n'a pas fait.
Et donc, l'employeur, lui, son intérêt, puisque il veut gagner, parce qu'il y a une pénalité hein, s'il se trompe. D'accord? Donc s'il fait le bon choix, c'est-à-dire s'il choisit bien un candidat qui a fait des études, il est récompensé, mais s'il choisit un candidat qui n'a pas fait des études, il sera pénalisé. Donc son intérêt direct, c'est d'essayer de trouver une méthode pour pouvoir maximiser le nombre d'employés qui ont bien fait des études. Donc c'est-à-dire ne pas se tromper dans son choix. Donc toutes les informations à sa disposition sont potentiellement utiles. Voilà. Et donc les étudiants qui jouaient le rôle des employés, eux, ils savaient qu'ils seraient payés chaque fois qu'ils obtiendraient un emploi. Donc ça, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, tu cherches un emploi, c'est pas pour passer le temps, c'est pour avoir une rémunération, d'accord? Bon, donc ils ont les deux groupes ont chacun des intérêts. Donc le groupe des employeurs a intérêt à employer les gens qui font des études, et on dirait qu'a priori, les étudiants, ils ont intérêt à faire des études parce que ça augmenterait leur probabilité d'être employés. C'est ce que la logique voudrait. Et on va voir que c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Voilà, donc blablabla. Donc les étudiants, comme ils cherchent à être payés lorsqu'ils obtiennent un emploi, mais au début de chaque tour, ils doivent choisir, en fait, ils doivent faire un arbitrage. Est-ce qu'on alloue une certaine quantité d'argent pour faire des études ou pas? Sachant que le fait de faire des études, c'est pas automatique. Parce qu'on l'a dit, le test ne dit pas vous avez fait des études à 100%, donc ils n'ont pas la garantie. Donc ils doivent faire un arbitrage. Les deux groupes d'étudiants, employeurs et employés, se trouvaient alors dans une position où ils devaient estimer les chances et faire un pari pour gagner plus d'argent. Et c'est la vie, hein, les gars. Les gens qui ont cru que la vie c'était, comment dire, que c'était, merde, je sais plus, déterministe, ça l'est peut-être, mais en attendant, du point de vue individuel, c'est totalement probabiliste. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des paris, en fait, parce qu'on n'a pas les informations à l'avance, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc on est obligé de faire des paris. Alors que s'est-il passé? Au premier tour, les employeurs ils tenaient compte que des résultats du test, puisque de toute façon c'est la seule information dont ils disposaient, donc ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas d'autres informations que ça. Donc le premier tour, c'est le seul tour qui était entre guillemets totalement juste. Cette décision donc ignorait les couleurs, comment faire autrement, le jeu démarrait sur une table rase, vert ou mauve, ne fournissait aucune information à ce stade. Mais dès le deuxième tour, oui, c'est comme je t'ai dit, tu prends n'importe quel groupe, tu le sépares en deux, tu mesures une tâche, forcément tu vas avoir des scores différents. Donc, mais dès le deuxième tour, les employeurs disposaient d'un historique. Il se trouva que plus d'employés verts que mauves avaient fait le pari des études au premier tour et que leur score aurait tendance à être meilleur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur tête, il a commencé à émerger un schéma de se dire « Ah, en fait, les verts, ils sont plus studieux que les mauves. » Alors que je rappelle, ces couleurs ont été attribuées 100% aléatoirement. Donc cette affirmation n'est absolument pas fondée. Mais il n'empêche qu'ils avaient un indicateur qui montrait ça et qui pouvait permettre, et c'est ce que la plupart des gens auraient fait, et je pense moi-même j'aurais peut-être fait exactement cette même erreur, parce qu'en fait, on en parlera dans une autre vidéo, mais ce genre d'information n'est pas suffisante en fait. Il faut attendre un certain temps pour que cette information puisse avoir de la pertinence. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Moi-même, je ne le savais pas avant de lire ce livre, hein, donc je te le dis très honnêtement. Voilà. Bref, donc, il se trouva que plus d'employés verts que mauves avaient fait le pari des études au premier tour et que leur score donc était meilleur. Donc les couleurs avaient initialement été attribuées aléatoirement, elles relevaient donc du pur hasard, mais cela n'avait pas empêché les employeurs de déduire de cette information, donc à partir d'une information qui semblait juste, mais en fait qui ne l'était pas. Ils ont fait une déduction logique, mais l'information de base n'était pas fiable, en fait. C'est ça le problème de la fiabilité des informations. C'est pour ça que je teste toujours contre les merdias, parce que si tu as des mauvaises informations, tu peux faire les meilleurs raisonnements du monde. Si tu as des mauvaises informations, si on te ment, forcément, tes raisonnements, même s'ils sont valides, ils t'aboutiront à des conclusions qui seront erronées. C'est pour ça que la vérité, c'est ultra important. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle « À la recherche de la vérité ». Donc les couleurs qui avaient été attribuées initialement aléatoirement relevaient donc du pur hasard. Cela n'a pas empêché les employeurs de déduire que les verts semblaient plus enclins à investir dans des études que les mauves. Ça a aussi été étudié en psychologie sociale avec ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, c'est-à-dire si tu arrives dans une classe et que tu dis « Ah ouais, vous êtes intelligent », alors c'est pas magique non plus, hein. Tu vas pas faire passer des débiles profonds pour des génies, mais sauf que en arrivant avec un a priori positif, tu augmentes les chances qu'il se conforme à ton avis. Voilà. Évidemment, si ton avis il est quand même réaliste. Voilà. On insiste sur ça parce qu'il y a des gens qui croient au pouvoir magique, les affirmations et compagnie. Non, on est dans le monde réel ici. Ils ont alors été plus disposés à miser sur les employés verts, ayant un score plus faible au test et moins engagés des employés mauves, même si leur score était plus élevé. Donc là, ils commencent
le début de la discrimination irrationnelle. C'est-à-dire que comme ils se sont dit « Ah ouais, mais les verts sont plus travailleurs, ils font plus d'études, on va plus miser sur les verts, même quand les scores sont meilleurs pour les mauves. » Toute ressemblance avec la réalité n'est pas fortuite. L'interface web révélait ainsi le taux moyen d'embauche de verts et des mauves au premier tour. Les employés n'ont pas tardé à réagir. Les verts ont continué à investir dans ces études et les mauves non. Ben oui. Parce que si tu vois que quand tu t'investis, tu n'es pas récompensé à la mesure de tes efforts, au bout d'un moment, tu te décourages. Pourquoi s'ennuyer à payer des études si les employeurs étaient moins enclins à vous engager sous prétexte que vous étiez mauve? Le cercle vicieux avait ainsi pris forme. À l'issue de l'expérience, le temps était venu d'avoir une discussion en classe et la frustration s'exprima. J'étais stupéfait, me confia Fraya. Les jeunes étaient vraiment en colère. Les employés mauves disaient « Je ne m'investis pas parce que tu ne m'engageras pas ». Et les employeurs répondaient « Je ne t'ai pas engagé parce que tu ne t'es pas investi ». Les asymétries initiales qui étaient dues au hasard, mais les sujets s'y attachaient et n'en démordaient pas. Je te donne un exemple concret et très trivial. Imagine, tu es né à Marseille, et imagine, tu as un cousin, un frère ou quelqu'un qui est né à Paris. Un jumeau, on va dire. Vous avez été dispersés dans 2 familles d'accueil, vous avez été adoptés. Toi, tu as été adopté dans une famille à Marseille et l'autre, il a été adopté dans une famille à Paris. Vous allez grandir et celui qui a été adopté à Marseille, il va être supporter de l'OM. Celui qui a été adopté à Paris va devenir supporter du Paris Saint-Germain. C'est QFD. Cela semble assez étrange que de jeunes étudiants idéalistes aient été ainsi si prompts à créer leur propre stéréotype de mauve paresseux et de vert courageux sans avoir la moindre information sur laquelle fonder leur discrimination. Il est encore plus étrange que la façon dont ils finirent par se comporter fut rationnelle. Ben oui, au fur et à mesure que les statistiques augmentaient, ben oui, les statistiques devenaient réelles en fait. Puisque à la fois les mauves se décourageaient et en faisaient moins d'études, donc du coup, ben oui, ça devenait statistiquement de plus en plus vrai de ne pas parier sur eux comme ayant fait des études, puisque c'était la vérité, ils faisaient de moins en moins d'études, et donc du coup c'était aussi rationnel du point de vue des employeurs. Alors que la disparité initiale était une pure affaire de hasard, et qu'il n'y avait aucune différence fondamentale entre les verts et les mauves, les étudiants, jouant le rôle des employeurs, avaient parfaitement raison de tenir compte du fait que les employés verts avaient davantage tendance à avoir fait des études. Bon, après, il donne un exemple par rapport au chapitre 1, où il explique les nuances que la théorie des jeux permet d'apporter pour savoir, en fait, au bout de combien d'itérations tu peux commencer à effectivement choisir de suivre un biais. Parce que ça s'appelle suivre un biais, en fait. De se dire, ah ouais, j'ai des données statistiques qui m'indiquent que les verts, ils sont plus travailleurs que les mauves. Si tu as juste une itération, ben non, c'est beaucoup trop tôt. Mais c'est très, très, très naturel et très tentant de s'y laisser tenter, en fait. D'où le problème de beaucoup de situations dans la vie réelle. L'opinion des employeurs devint autoréalisatrice. Et oui, les fameuses prophéties autoréalisatrices. Les employés mauves abandonnant rationnellement tout espoir d'être embauchés et cessant de payer des études. Une fois que la spirale avait pris la direction descendante, un employeur déterminé à ignorer les couleurs aurait fait perdu de l'argent comparativement à un employeur qui aurait tenu compte de la couleur du candidat. Et oui, c'est bien ça, c'est bien là que le bas blesse. C'est que, et oui, c'est parfaitement rationnel. Si tu arrives en cours de route et que tu es employeur, ben, c'est totalement rationnel de suivre le biais, en fait. Et ce serait totalement irrationnel d'aller à son encontre. Donc, ce qui montre bien que pour corriger ce biais, c'est une réforme totale du système qui doit être faite, parce que ça ne peut pas être fait à l'échelle individuelle. Fryer et ses collègues avaient été les témoins de l'émergence de l'inégalité raciale, de la création des stéréotypes, de l'appréhension des gens comme membres d'un groupe plutôt que comme des individus en soi, et de l'abandon systématique de tout espoir dans le chef des employés mauves. Tout ceci s'est déroulé dans un jeu où chacun commence à une position égale, où l'on peut s'attendre à ce que les choses dans la vie réelle soient pires, puisque notre position de départ dans la vie est loin d'être égale. Et oui, dans la vie, si tu es le fils de Bernard Arnault, c'est pas la même que si tu es le fils de Joel Clodo. Voilà.
Donc c'était cette petite vidéo, petite introduction à ce chapitre-là. Je te dis rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de l'autre expérience très intéressante. Donc je rappelle le titre du livre, La logique cachée de la vie. Si tu n'as pas d'argent et que tu veux le trouver gratuitement sur internet, tu peux le trouver sous son nom original en anglais, The Logic of Life, mais donc comme son nom l'indique, il sera en anglais. Voilà. Sinon, si tu veux me soutenir, je mettrai un lien affilié dans la description. Qu'est-ce que c'est un lien affilié? Ça veut dire que si tu cliques dessus et que tu l'achètes et qu'il y a beaucoup de gens qui font un peu pareil, parce qu'il y a un certain seuil quand même, je toucherai une petite commission et toi, ça n'aura rien changé au prix. Voilà, donc c'est une façon de me soutenir. Sinon, comme je t'ai dit, tu peux le trouver gratuitement sur Internet en anglais, sinon tu peux l'emprunter à la bibliothèque, dans toute bonne bibliothèque qui se respecte le trouvera, et si elle ne l'a pas, tu leur demandes de le commander. Voilà, dans la description, tu as aussi d'autres liens affiliés si tu trouves que mon travail est utile. Et je te dis rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite sur cet épisode passionnant. Et je pèse mes mots, ce livre est ultra sous-coté. Et surtout, les implications qu'il a mériterait qu'on s'y attarde beaucoup plus. Voilà, à bientôt.